L'homme au masque de fer d'Auguste Arnoux et Alexandre Dumas. Voilà bientôt 100 ans que cette curieuse énigme exerce tour à tour l'imagination des romanciers, des dramaturges et la patience des érudits. Il n'y a pas de sujet plus obscur, plus incertain et en même temps plus populaire. C'est comme une légende dont personne ne sait le mot et à laquelle tout le monde ajoute foi. Cette longue captivité, qu'ont accompagnée de si étranges précautions, excite toujours une compassion involontaire, une sorte de terreur dont il est impossible de se défendre, et le mystère qui plane sur la victime augmente encore la pitié qu'elle inspire. Peut-être si l'on eût connu d'une manière certaine le véritable héros de cette lugubre histoire, l'aurait-on déjà oublié. Un nom propre eût fait redescendre cette grande infortune au rang des infortunes vulgaires qui épuisent bien vite l'intérêt et les larmes. Mais cet être retranché du monde, où l'on ne peut retrouver sa trace, où sa disparition n'a pas laissé de vide, ce captif désigné entre tous les autres pour un supplice sans exemple, à qui on a donné une prison dans une prison, comme si les murs d'un cachot ne devaient pas peser assez étroitement sur lui, nous apparaît semblable à une personnification poétique de la souffrance qui résume en elle toutes les injustices de la tyrannie, toutes les misères humaines. Quel était cet homme masqué? Avait-il échangé, contre le silence de la réclusion, la vie voluptueuse du courtisan, ou les intrigues du diplomate, ou l'échafaud du proscrit, ou le bruit du champ de bataille? Qu'avait-il perdu? Ou l'amour, ou la gloire, ou le trône? Quels étaient ses regrets à lui qui n'avait plus d'espérance? Étaient-ce des imprécations qu'il exhalait, des malédictions sur ses bourreaux et des blasphèmes contre le ciel, ou seulement les soupirs d'une âme patiente et résignée? Le même malheur arrache des plaintes diverses, selon ceux qui souffrent. Et quand on pénètre par l'imagination sous les voûtes de Pignerol et d'Exilles, quand on se renferme aux îles Sainte-Marguerite et à la Bastille, témoins successifs de cette longue agonie, chacun, livré au hasard de ses conjectures, se représente le prisonnier suivant son caprice et ses sympathies, et lui compose une douleur avec ses propres émotions. On voudrait interroger ses réflexions solitaires, sentir battre le cœur qui animait cette machine vivante et chercher la trace des larmes qui ont coulé derrière ce masque impassible. L'imagination s'exalte sur cette destinée muette, sur ce long monologue de la pensée que le visage ne trahissait pas, sur cet isolement de 40 années resserré dans une double enceinte de pierre et de fer. Elle prête alors à l'objet de ses rêveries une grandeur majestueuse. Elle rattache le mystère de cette existence aux intérêts les plus élevés et s'obstine à voir dans le prisonnier la victime d'un profond secret d'État, immolé peut-être au repos des peuples et au salut d'une monarchie. La réflexion plus froide modère-t-elle ce premier entraînement? Vient-elle détruire cette croyance comme une illusion poétique? Je ne le crois pas. Il me semble au contraire que le bon sens seconde ici l'élan de l'imagination. En effet, n'est-il pas naturel de penser qu'un secret gardé pendant de si longues années, avec tant de précaution et de persévérance, sur le nom, l'âge et la figure du prisonnier, a dû être commandé par une nécessité politique des plus puissantes? Les passions humaines telles que la colère, la haine, la vengeance n'ont pas ce caractère d'acharnement et de durée. La cruauté même n'explique pas de pareils ordres. En supposant que Louis XIV eût été le plus cruel des princes, n'avait-il pas 1000 tortures à choisir plutôt que d'inventer ce supplice bizarre?
Pourquoi se serait-il placé volontairement dans l'obligation de maintenir autour d'un prisonnier ces précautions infinies et cette surveillance éternelle? Ne pouvait-il pas craindre que le mot de cette effrayante énigme ne sortît quelque jour des murailles où il le tenait enfermé, source perpétuelle d'inquiétude pour son règne? Et cependant, il a respecté la vie d'un captif, si difficile à garder, si dangereux à découvrir. Une mort obscure eût tout prévenu. Il n'a pas voulu l'en donner. Est-ce là de la haine, de la colère, de la passion enfin? Non, sans doute. Et ce qu'il faut conclure de cette conduite, c'est qu'un intérêt purement politique a dicté les mesures prises contre le prisonnier. C'est que la conscience du roi, qui se prêtait aux rigueurs strictement nécessaires pour assurer le secret, ne put se décider à aller plus loin, ni à disposer des jours d'un infortuné qui probablement n'était coupable d'aucun crime. Les courtisans n'ont pas pour habitude de s'incliner devant l'ennemi de leur maître. Aussi, les égards, les respects même témoignés aux prisonniers masqués par le gouverneur Saint-Mars et le ministre Louvois semblent prouver à la fois et l'innocence de ce personnage et sa haute importance. Je n'ai, pour ma part, aucune prétention à l'érudition de bouquiniste, et je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'homme au masque de fer qu'un exécrable abus de la force, un crime abominable dont l'impunité révolte. Lorsque, il y a quelques années, nous entreprîmes, M. Fournier et moi, de transporter ce sujet sur la scène, nous lûmes attentivement et nous comparâmes les différentes versions publiées jusqu'à cette époque. 2 relations ont paru depuis le succès du drame représenté à l'Odéon. L'une est une lettre de M. Billard adressée à l'Institut historique et qui reproduit la relation que nous avions adoptée d'après Soulavie. L'autre est un ouvrage du bibliophile Jacob qui introduit un système nouveau et qui fait preuve de recherche approfondie et d'une immense lecture. L'ouvrage du bibliophile n'a point ébranlé ma conviction. S'il eût paru avant le drame, je n'en aurais pas moins suivi la donnée que j'ai préférée en 1831, non seulement parce qu'elle est incontestablement la plus dramatique, mais parce qu'à mes yeux, elle est la seule vraisemblable, parce que seule elle réunit les présomptions morales qui sont d'un si grand poids dans un pareil sujet, où tout est ténèbres et incertitude. On dira peut-être que les écrivains qui travaillent pour le théâtre se laissent trop facilement séduire à l'appât du merveilleux et du pathétique, qu'ils sont disposés à sacrifier la logique à l'effet, l'approbation des savants aux applaudissements du parterre. Mais on pourrait répondre que de leur côté, les érudits font trop souvent des sacrifices à l'amour des dates plus ou moins exactes, à l'interprétation d'un passage obscur avant eux et que la discussion n'éclaire pas toujours, à l'art ingénieux de grouper des chiffres et de coudre des phrases éparses dans quelques douzaines de bouquins. Cette étrange captivité est aussi curieuse à étudier, aussi importante à expliquer par les rigueurs dont on l'a entourée et par sa durée que par la circonstance douteuse qui l'ont provoquée. Là où l'érudition seule ne suffit pas, où chaque dénicheur de texte reçoit à son tour le démenti qu'il a donné à son prédécesseur, il faut bien se laisser guider par une autre lumière que celle de la science. Et l'on verra, par l'exposé de tous les systèmes, qu'aucun d'eux n'est établi sur une base inébranlable. La question est double quand il s'agit de l'homme au masque de fer. Après ce premier mystère, quel est l'homme au masque, se présente cette seconde énigme. Quel motif a prolongé jusqu'à la mort ce supplice inconnu? Et c'est alors qu'il faudrait, pour réduire l'imagination au silence, une preuve positive, mathématique, et non pas de simple induction. Sans soutenir et affirmer que l'abbé Soulavie a levé le voile qui cachait la vérité, je suis persuadé, je le répète, que nul système n'est préférable au sien et ne s'appuie sur de plus fortes présomptions. Ce n'est pas le succès immense et prolongé du drame qui me donne cette conviction inébranlable, mais la facilité avec laquelle on bat en brèche les opinions contraires en les réfutant les unes par les autres.
Si ce n'était chez moi, en quelque sorte, une affaire de conscience, j'aurais pu aisément, dans un livre où les éléments de réussite sont tous différents de ceux nécessaires au théâtre, inventer un roman plein d'intérêt, avec les amours prétendus de Buckingham et de la reine, ou encore supposer un mariage secret entre le cardinal Mazarin et Anne d'Autriche, en m'aidant d'un livre de Saint-Mihiel, livre que le bibliophile déclare n'avoir pas lu, quoique, assurément, il ne soit ni rare ni difficile à trouver. J'aurais pu également faire ici la paraphrase de la pièce et y rétablir, pour leur faire jouer le même rôle avec moins de développement, les personnages historiques dont le drame avait quelquefois déguisé les noms et grandi l'importance et les proportions, tout en conservant à leur action un caractère de vraisemblance. Quelque fable qu'on invente, quelque combinaison qu'on mette en jeu, rien ne saurait détruire l'intérêt qu'excitent les différentes histoires écrites sur le masque de fer et les détails presque toujours contradictoires d'auteurs ou de témoins qui tous se prétendaient très instruits. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque tout ouvrage, même médiocre, même détestable sur ce sujet, n'a jamais manqué de réussir, tel par exemple qu'un imbroglio du chevalier de Mouy, espèce de spadassin plumitif au gage de Voltaire, imbroglio qui parut en 1746 sans nom d'auteur, à La Haye, chez Pierre de Honte, et formant 6 petites parties, sous le titre du Masque de fer ou les aventures admirables du père et du fils. Tel encore qu'un roman absurde de Regnault Varin et un autre de Madame Guénard. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.